Que se passerait-il si tu pouvais faire en sorte que cette personne qui t'a brisé le cœur se repente profondément, sans jamais perdre ta dignité en cours de route? Tu n'imagines pas maîtriser l'art de retourner la situation de telle manière que celui ou celle qui t'a abandonné passe des nuits sans dormir, se repentant, tout en gardant ton honneur et ton intégrité intactes. Le secret que les anciens stoïciens ont découvert il y a plus de 2000 ans peut transformer complètement la dynamique de tes relations échouées. Ce n'est pas une question de s'abaisser à la manipulation mesquine ou à la vengeance désespérée, mais d'une stratégie puissante qui préserve ta noblesse, tout en faisant en sorte que la personne qui t'a blessé voit de manière dévastatrice l'erreur qu'elle a commise. C'est l'art de susciter un repentir authentique sans jamais compromettre ses principes. À la fin de cette vidéo, tu maîtriseras la technique qui a permis aux empereurs et aux philosophes non seulement de gouverner des empires, mais aussi les émotions de ceux qui les ont sous-estimés, tout en restant au-dessus des jeux émotionnels. Prépare-toi à découvrir la formule qui changera à jamais la manière dont tu gères ceux qui te blessent. La vengeance silencieuse. Lorsqu'une personne nous blesse profondément, notre premier réflexe est presque toujours de riposter de la même manière. Nous voulons que cette personne ressente la même douleur que celle qu'elle nous a causée, et rapidement. Nous pensons à envoyer des messages de colère, exposer des secrets sur les réseaux sociaux, ou même parler en mal des amis en commun. Mais cette vengeance bruyante nous laisse souvent une image désespérée et blessée, tout en montrant que nous sommes toujours émotionnellement liés à ceux qui nous ont fait du tort. La vengeance silencieuse, en revanche, est bien plus puissante et ne compromet pas ta dignité. Elle commence lorsque tu choisis de ne pas réagir de manière explosive. Il n'y a pas de cris, pas de message au matin, pas d'explosion publique. Le silence devient ton arme, mais pas un silence ordinaire. C'est un silence chargé de sens. Imagine la scène. La personne qui t'a blessé attend une réaction désespérée de ta part. Peut-être qu'elle espère que tu la soutiendras pour confirmer le pouvoir qu'elle a sur toi ou justifier ses propres actions. Tu vois bien qu'elle est déséquilibrée ou qu'elle pensait que tu ne surmonteras pas cela. Lorsque tu choisis de ne pas réagir de la manière attendue, tu commences déjà à semer les premières graines du repentir. Le stoïcisme nous enseigne que réagir impulsivement, c'est céder le contrôle de nos émotions à une autre personne. C'est comme dire « tu as le pouvoir de déterminer comment je me comporte ». La vengeance silencieuse inverse ce jeu. Lorsque tu gardes ton calme et ta dignité, tu envoies un message clair. Tu ne contrôles ni mes émotions, ni mes actions. Mais fais le bien. La vengeance silencieuse n'est pas simplement l'absence d'action. Ce n'est pas seulement rester silencieux et avaler la douleur. C'est une décision consciente de travailler en silence sur soi-même, tout en observant à distance les conséquences naturelles des actions de ceux qui nous ont blessés. Pense à cela comme à un jeu d'échecs, plutôt qu'à un combat de boxe. Dans un combat, tu veux mettre ton adversaire KO rapidement avec des coups visibles et puissants. Mais dans les échecs, tu planifies plusieurs coups à l'avance, avec patience et stratégie. La vengeance silencieuse, c'est comme dominer le plateau sans que l'autre joueur ne s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et, bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. L'un des aspects les plus puissants de cette approche est qu'elle permet à l'autre personne de ressentir ton absence. Lorsque tu réagis de manière explosive, tu restes présent dans la vie de la personne qui t'a blessé, même si c'est négativement. Mais lorsque tu t'éloignes avec dignité, tu crées un vide qui peut devenir assourdissant pour ceux qui restent. Beaucoup de personnes découvrent qu'après des semaines ou des mois, celui qui les a blessés revient,
non pas parce qu'elles ont supplié ou pressé, mais précisément parce qu'elles ne l'ont pas fait. Tu lui as donné de l'espace pour que le repentir vienne naturellement. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, la plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Cette manière d'agir préserve également ta réputation et ton estime de soi. Lorsque tu réponds à une situation douloureuse avec classe et maturité, ceux qui t'entourent le remarquent. Tes amis et ta famille te respectent davantage, et même les connaissances occasionnelles perçoivent ta force intérieure. Tu deviens quelqu'un qui fait face à l'adversité avec sagesse, pas avec désespoir. Ce qui est fascinant avec la vengeance silencieuse, c'est qu'elle fonctionne même lorsque l'autre personne semble d'abord s'en moquer. Peut-être que la personne qui t'a blessé célèbre même ton absence de réaction comme un signe qu'elle t'a évacué facilement et qu'il en pense ce qu'il veut. Le temps est ton allié dans cette stratégie. Pendant ce temps, utilise l'énergie qui aurait été gaspillée dans des confrontations pour améliorer les aspects de ta vie. Consacre-toi davantage à ta santé physique, investis dans de nouvelles connaissances, renforce les véritables amitiés, explore de nouveaux passe-temps. Ta vie ne s'arrête pas à ceux qui en sont partis. Au contraire, elle prend de nouvelles dimensions. Pour pratiquer la vengeance silencieuse, commence par éliminer toute forme de contact inutile. Ne cherche pas d'informations sur cette personne sur les réseaux sociaux, cela ne ferait qu'ouvrir à nouveau la plaie. Ne demande pas à des amis en commun, ne crée pas de situations propices à des rencontres fortuites. Coupe tout contact, au moins jusqu'à ce que ton esprit soit clair et ton cœur apaisé. Lors des rencontres inévitables, garde une attitude polie mais distante. Ni trop froide, ce qui trahirait ta douleur, ni trop chaleureuse, ce qui signifierait que tu cherches désespérément à maintenir une connexion. Une cordialité tranquille communique que tu as avancé dans ta vie. La vengeance silencieuse ne signifie pas garder rancune en secret, mais plutôt qu'elle implique un véritable processus de pardon. Pas nécessairement pour l'autre personne, mais pour ton propre bien-être. Tu pardonnes non pas pour libérer l'autre de sa culpabilité, mais pour te libérer toi-même du cycle de la douleur. Rappelle-toi, la meilleure vengeance n'est pas planifiée comme telle. Elle est simplement le résultat naturel du fait de choisir ta propre croissance et ton bonheur plutôt que de chercher à punir quelqu'un d'autre. Lorsque tu avances réellement et construis une vie meilleure, le repentir qui émerge chez l'autre n'est qu'un effet secondaire, pas l'objectif principal. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réponses. La vengeance silencieuse est, en fin de compte, une manière de reprendre le contrôle sur ta propre vie, laissant l'univers s'occuper du reste. Souvent, nous créons des histoires douloureuses dans nos esprits. Elle m'a abandonné parce que je ne suis pas assez bien. Il m'a trahi parce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé. On se dit, tout le monde va penser que je suis un échec. Ces interprétations, et non les faits eux-mêmes, sont ce qui nourrit réellement notre souffrance. Le contrôle des émotions commence par le questionnement de ces histoires. La personne a rompu avec toi, c'est un fait. Mais interpréter cela comme signifiant que tu es inadéquat ou indigne d'amour est simplement une interprétation. Et tu peux choisir des interprétations alternatives qui sont plus précises et moins nuisibles. Une technique puissante pour contrôler les émotions intenses pendant les moments difficiles est la pratique de la pause. Quand tu sens que tu es sur le point de réagir émotionnellement, que ce soit en envoyant un message de colère, en appelant sous l'effet de l'alcool ou en publiant quelque chose dont tu pourrais te repentir, arrête-toi et prends une pause. Cela peut être aussi simple que de respirer profondément 10 fois, de sortir, marcher pendant 15 minutes ou d'adopter la règle d'attendre 24 heures avant de répondre. Pendant cet intervalle, demande-toi comment la meilleure version de moi réagirait-elle face à cette situation? Pas la version blessée et réactive, mais la version sage et centrée. Qui sait ce qui est vraiment important à long terme? Cette simple question peut complètement transformer ta réponse. Rappelle-toi que contrôler les émotions ne signifie jamais exprimer ce que tu ressens. Cela signifie choisir consciemment quand, comment et à qui exprimer tes sentiments.
Il se peut que tu aies besoin de vider ton sac. Choisis un ami ou un thérapeute de confiance, pas Instagram. Il se peut aussi que tu doives communiquer ta douleur à la personne qui t'a blessé, mais fais-le quand tu seras calme, pas au sommet de ta douleur. Un autre aspect clé du contrôle émotionnel est de reconnaître que les émotions viennent souvent par couches. La colère est souvent la couche superficielle la plus facile à ressentir et à exprimer. Mais en dessous peuvent se trouver des sentiments plus vulnérables, comme la tristesse, la peur de l'abandon ou un sentiment d'insuffisance. Quand tu identifies ces émotions plus profondes, tu obtiens de la clarté sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Les stoïciens pratiquaient aussi la méditation préalable à l'adversité. Ils imaginaient à l'avance les difficultés possibles pour être émotionnellement préparés quand elles se produisaient réellement. Appliqué aux relations, cela nous permet de reconnaître que les déceptions, les ruptures et les trahisons sont des possibilités réelles de la vie. Il n'est pas nécessaire de devenir cynique, mais il n'est pas non plus nécessaire d'être complètement dévasté lorsque cela arrive. Une technique pratique pour le contrôle émotionnel est le journal réflexif. Mets par écrit ce que tu ressens sans te juger, décris la situation de manière objective, tes interprétations de cette situation et comment ces interprétations te font sentir. Cet exercice simple crée une distance entre toi et tes pensées, ce qui te permet de les voir plus clairement. Contrôler les émotions signifie aussi nourrir ton système émotionnel de manière appropriée. Quand nous sommes blessés, nous avons tendance à rechercher du contenu qui intensifie nos sentiments négatifs, chansons tristes, films de rupture, histoires de vengeance. Bien qu'une partie de cela puisse être cathartique, une consommation constante de contenu négatif ne fait que prolonger la douleur. Cherche activement du contenu inspirant, des connexions positives et des activités qui favorisent des émotions plus constructives. Ton corps et ton esprit sont intimement connectés. L'exercice physique régulier, le sommeil adéquat, une alimentation saine et éviter l'excès d'alcool ou d'autres substances sont essentiels pour la stabilité émotionnelle. Beaucoup de décisions que nous regrettons sont prises quand nous sommes épuisés physiquement ou intoxiqués. Un aspect du contrôle émotionnel souvent négligé est l'établissement de limites claires. Si le contact avec ton ex ravive des émotions douloureuses, il est parfaitement raisonnable de limiter ce contact. Si certaines personnes alimentent ta colère avec des commérages ou des commentaires négatifs, il est sain de limiter le temps que tu passes avec elles. Établir des limites n'est pas une question de rancune, c'est une question de prendre soin de ton bien-être émotionnel. À mesure que tu pratiques le contrôle des émotions, tu développes ce que les psychologues appellent des muscles régulateurs émotionnels. Comme n'importe quel muscle, ils se renforcent avec l'usage. Ce qui semblait impossible au début, comme garder ton calme quand quelqu'un mentionne ton ex, devient peu à peu plus facile. Contrôler les émotions ne signifie pas ne jamais ressentir de douleur. Cela signifie ne pas permettre à la douleur de te pousser à des actions qui vont à l'encontre de tes valeurs les plus profondes. Il s'agit de t'assurer que, même dans tes moments les plus sombres, tu te reconnaisses à travers tes propres actions. Repenser la douleur. La douleur d'une relation qui s'est mal terminée n'est pas seulement émotionnelle, elle s'installe dans le corps, l'esprit et semble même réécrire notre histoire. Ces souvenirs heureux semblent désormais ternis. Les projets pour l'avenir s'effondrent et nous nous demandons souvent si nous pourrons jamais faire confiance à nouveau. Mais c'est précisément à ce moment critique que le stoïcisme nous offre l'une de ses leçons les plus précieuses. La douleur n'est pas quelque chose qu'on surmonte simplement, mais quelque chose qu'on transforme. Repenser la douleur, c'est regarder la souffrance non pas comme un ennemi cruel, mais comme un maître rigoureux. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter le mal-être à tout prix comme nous le faisons aujourd'hui. Ils comprenaient que dans les expériences les plus difficiles se cachent les leçons les plus précieuses. Quand quelqu'un te brise le cœur, la première question que nous nous posons souvent est « Pourquoi ? Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi m'a-t-il trompé ? Pourquoi m'a-t-il abandonné ?» Cette quête incessante de réponses ne fait souvent qu'approfondir notre angoisse. Le véritable changement commence lorsque nous changeons la question de « pourquoi » à « pourquoi ». Pourquoi cette expérience est-elle dans ma vie ?
Qu'est-ce que je peux en apprendre que je n'apprendrai pas autrement? Ce simple changement de perspective te transforme d'une victime des circonstances en un étudiant de la vie. Il ne s'agit pas de nier l'injustice ou la douleur, mais de refuser de gaspiller le potentiel de croissance que l'on trouve même dans les situations les plus douloureuses. La philosophie stoïque nous enseigne que chaque obstacle est en réalité une opportunité déguisée. Cette rupture douloureuse pourrait être la redirection dont tu avais besoin pour trouver quelqu'un qui soit réellement compatible avec toi. Cette trahison dévastatrice pourrait être le réveil qui te montre les schémas relationnels que tu devais changer. Ce rejet humiliant pourrait être le catalyseur qui te pousse à développer une estime de soi fondée sur des bases plus solides que l'approbation des autres. Un exercice puissant pour repenser la douleur est d'écrire une lettre à ton futur moi dans 5 ans. Dans cette lettre, explique comment la douleur actuelle a servi de point de basculement dans ta vie. Décris les qualités que tu as développées grâce à cette expérience. Peut-être une meilleure capacité à choisir un partenaire, la capacité d'établir des limites saines, ou le courage d'être authentique, même au risque du rejet. Cette lettre crée une feuille de route pour transformer ta souffrance actuelle en une réelle croissance. Une autre technique puissante est l'inversion de perspective. Imagine qu'un ami cher traverse la même situation que toi. Quels conseils lui donnerais-tu? Quel potentiel de croissance vois-tu dans son expérience? Souvent, nous sommes bien plus durs avec nous-mêmes que nous le serions avec n'importe quelle personne que nous aimons. L'encadrement, c'est aussi remettre en question les histoires que nous nous racontons. Je ne reverrai jamais quelqu'un devient « Maintenant, je sais mieux ce que je cherche chez un partenaire. J'ai été un idiot de faire confiance. Se transformant, ma capacité à faire confiance est une force, pas une faiblesse, et je vais la diriger vers ceux qui la méritent. J'ai perdu des années de ma vie devient « Ces années m'ont appris des leçons que je porterai toujours avec moi. » Toutes les relations, même celles qui se terminent douloureusement, nous offrent des cadeaux. Peut-être que c'est grâce à cette personne que tu as découvert une nouvelle passion, que tu as appris quelque chose sur toi-même que tu ne connaissais pas, ou que tu as développé des compétences importantes. Fais un inventaire conscient de ces cadeaux. Reconnaître la valeur que tu as obtenue ne signifie pas nier la souffrance que tu as vécue. Cela signifie refuser de partir les mains vides. Les cicatrices émotionnelles sont comme les cicatrices physiques. Elles marquent l'endroit où tu t'es blessé, mais aussi où tu t'es guéri. Redéfinir la douleur, c'est transformer ces cicatrices en un signe d'honneur, pas en symbole de honte. Elles racontent l'histoire non seulement de ta souffrance, mais aussi de ta capacité à guérir et à faire preuve de résilience. Un aspect crucial du réencuadre est la pratique de la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, ne sois pas reconnaissant pour la douleur elle-même, mais pour ce qu'elle révèle et pour la croissance qu'elle permet. Sois reconnaissant pour ta propre force, pour le réseau de soutien que tu as découvert, pour la clarté qui ne vient qu'après les tempêtes émotionnelles. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas du conformisme passif, mais un embrassement actif de tout ce que la vie apporte, reconnaissant que notre plus grande croissance vient souvent de nos plus grands défis. Comme le disait Nietzsche, influencé par le stoïcisme, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Redéfinir la douleur, c'est aussi prendre conscience que tu n'es ni la première ni la dernière personne à vivre ce type de souffrance. Il y a une universalité dans la douleur du chagrin qui nous relie à l'expérience humaine partagée. Cette compréhension ne diminue pas ta douleur individuelle, mais la place dans un cadre plus large qui peut t'apporter du réconfort. Beaucoup de personnes découvrent que leurs expériences les plus douloureuses leur permettent finalement d'aider d'autres personnes traversant des situations similaires. La douleur redéfinie se transforme en sagesse à partager, créant ainsi du sens et un but à partir de la souffrance. Comprends que le réencuadre n'est pas un événement unique, mais un processus continu. À mesure que tu grandis et évolues, la signification que tu donnes à tes expériences passées évolue aussi. Ce qui semble aujourd'hui être un désastre pourrait, dans quelques années, être reconnu comme un détour nécessaire qui t'a mené exactement là où tu devais être. Le véritable réencuadre ne fait pas disparaître la douleur complètement,
mais la transforme en carburant pour ta croissance. C'est comme transformer du charbon en diamant. La matière de base est la même, mais la pression et le temps créent quelque chose de complètement nouveau et précieux. Un signe que tu es réellement en train de redéfinir ta douleur et non de la nier. C'est lorsque tu es capable de parler de l'expérience sans que cela déclenche une cascade d'émotions intenses. Tu reconnais ce qui s'est passé, tu comprends l'impact que cela a eu sur ta vie, mais tu ne te sens plus accablé par les sentiments qui, avant, semblaient insupportables. Souviens-toi que redéfinir la douleur ne signifie pas pardonner un comportement toxique ou abusif. Tu peux en tirer du sens et de la croissance sans excuser ceux qui t'ont blessé intentionnellement. Le réencuadre est pour toi, pas pour justifier les actions des autres. La plus grande preuve que tu as réellement redéfini ta douleur, c'est lorsque tu réalises que tu ne changerais pas l'expérience, même avec toute la souffrance que tu as endurée, parce que tu reconnais qu'elle a été fondamentale pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. À ce moment-là, non seulement tu as survécu à la tempête, mais tu as appris à danser sous la pluie, se relever avec force une fois que la poussière est retombée. Quand les larmes se sont séchées et que l'impact initial a disparu, vient le moment crucial de se remettre sur pied. Ce n'est pas seulement un processus de guérison, mais une reconstruction complète. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes comme des bâtiments. Lorsque l'on démolit une structure faible, on a l'opportunité de construire quelque chose de beaucoup plus solide à sa place. Rester ferme commence par une décision consciente. Tu décides qu'en dépit de la douleur, tu ne laisseras pas cette expérience définir le reste de ta vie. Tu décides de prendre ce moment comme un point de bascule, non comme une fin. Cette décision n'a pas besoin d'être grandiose ou dramatique. Elle peut être aussi simple que de se réveiller un matin et se dire « Aujourd'hui, je commence à reconstruire ». Le philosophe stoïcien Épictète, qui a vécu comme un esclave avant de devenir un maître respecté, a profondément compris ce que signifiait renaître après la souffrance. Il enseignait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre jugement à leur sujet. Rester ferme, c'est prendre en charge nos pensées sur ce qui s'est passé, en refusant de se laisser piéger dans les récits de victimisme. Un pas clé pour se relever après une relation douloureuse est de faire un inventaire honnête. Quelles alertes as-tu ignorées? Quelle partie de toi-même as-tu abandonné pour maintenir la relation? Quels principes as-tu transigé? Cet inventaire n'est pas destiné à se culpabiliser, mais à obtenir une clarté précieuse qui t'aidera à éviter de répéter les mêmes erreurs. Beaucoup de personnes découvrent qu'au moment de se relever, elles doivent établir de nouvelles limites. Peut-être as-tu toléré des comportements irrespectueux trop longtemps ou accordé trop de chance à quelqu'un quand ton instinct te disait de reculer. Maintenant, c'est le moment de décider consciemment quel comportement tu n'accepteras plus dans ta vie. La connaissance de soi est un outil puissant à cette étape. Lorsque tu comprends tes propres déclencheurs émotionnels, tes schémas d'attachement et tes besoins fondamentaux, tu obtiens un pouvoir immense sur tes choix futurs. Demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même que je devais découvrir? Se tenir ferme signifie aussi prendre soin de ton bien-être physique avec la même attention que tu consacres à ta guérison émotionnelle. L'exercice régulier libère des endorphines qui combattent naturellement la dépression, mais il crée aussi une sensation tangible de force qui se transfère dans ta vie émotionnelle. Prendre soin de ton alimentation, de ton sommeil et de réduire ton stress sont également essentiels dans ce processus. Une pratique stoïcienne précieuse pour ceux qui se remettent est de se concentrer sur le moment présent. La douleur d'une relation perdue nous piège souvent dans le passé. Et si j'avais agi différemment? Ou nous propulse vers un avenir craint. Et si je suis seul pour toujours? Ramener ton attention régulièrement sur le ici et maintenant, sur ce qui est directement sous ton contrôle à cet instant, est profondément libérateur. Reconstruire ton réseau de soutien est essentiel à cette étape. Souvent, pendant les relations intenses, nous laissons nos amitiés et connexions familiales s'affaiblir. C'est maintenant le moment d'investir dans ces relations, d'être honnête sur tes luttes et de permettre aux personnes qui se soucient réellement de toi
de t'offrir leur soutien. Les stoïciens valorisent la communauté précisément pour son rôle dans le renforcement de chacun de nous. Dans les moments difficiles, une partie souvent négligée pour rester fort est d'apprendre à se sentir à l'aise avec sa propre compagnie, à développer une relation saine avec soi-même. Cela peut être l'aspect le plus important de la guérison. Cela signifie se traiter avec la même gentillesse et patience que l'on offrirait à un ami cher qui souffre. Établir de nouvelles routines peut être étonnamment puissant durant ce processus. Lorsqu'une relation se termine, nous perdons souvent non seulement la personne, mais aussi toute une structure qui organisait notre vie. Créer de nouvelles habitudes quotidiennes, comme prendre un moment pour méditer le matin, faire une promenade en fin de journée, ou consacrer du temps à un hobby en soirée, procure une stabilité lorsque tout le reste semble incertain. Beaucoup de gens découvrent que le bénévolat ou l'aide aux autres de quelque manière que ce soit accélère leur propre processus de guérison. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à diriger son énergie vers des causes plus grandes que sa propre souffrance. Les stoïciens insistaient sur le fait que servir la communauté n'était pas seulement un devoir, mais aussi une source de sens et de but. Rester fort signifie aussi être prêt à pardonner. Non pas nécessairement à la personne qui vous a blessé, mais certainement à vous-même. Pardonnez-vous pour ne pas avoir vu les signes, pour être resté plus longtemps que vous n'auriez dû, pour toute implication que vous avez eue dans la dynamique toxique. Le pardon de soi n'est pas une excuse pour les erreurs, mais un simple acte de reconnaissance de votre propre humanité. C'est un moment clé dans le processus de guérison. Un jalon important dans ce processus est le jour où vous réalisez que vous ne pensez plus constamment à la personne qui vous a blessé. Ce jour viendra discrètement, sans avertissement. Vous vous rendrez compte que vous avez passé des heures, voire une journée entière, sans que cette personne occupe vos pensées. Célébrez ces petites victoires. N'ayez pas peur de demander de l'aide professionnelle dans ce processus. Les thérapeutes, conseillers et groupes de soutien peuvent offrir des outils spécifiques à votre situation. Les anciens stoïciens recherchaient activement l'aide de mentors et de maîtres. Chercher de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Rappelez-vous que se relever après une relation difficile n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez complètement guéri, suivis de jours où la douleur sera aussi vive qu'au début. Ces oscillations sont normales et ne signifient pas que vous ne progressez pas. Un signe que vous vous relevez vraiment fort, c'est quand vous pouvez regarder votre ex sans ressentir cette douleur aiguë ou cette colère. Vous le voyez simplement comme une personne imparfaite qui a croisé votre chemin pendant un temps. Ni un monstre, ni un saint, juste un être humain avec ses propres luttes. Rester fort culmine lorsque vous reconnaissez que la personne qui vous a blessé vous a en réalité donné un cadeau paradoxal. L'opportunité de vous reconstruire d'une manière plus authentique, alignée avec ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez être en ce moment. La gratitude remplace l'amertume, non pas parce que la souffrance a été juste, mais parce que votre réponse à celle-ci a été transformative. Cultiver l'indifférence, dans le langage populaire, a souvent une connotation négative, comme si cela signifiait ne rien ressentir ou être émotionnellement froid. Mais dans le stoïcisme, l'indifférence a une signification beaucoup plus profonde et puissante. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas permettre à nos émotions d'être manipulées par des choses qui échappent à notre contrôle, en particulier par le comportement des autres. Cultiver la distanciation stoïque après avoir été blessé par quelqu'un ne signifie pas faire semblant que cela ne vous touche pas. Cela signifie développer une liberté intérieure où votre paix mentale ne dépend plus des actions, des opinions ou de la présence de cette personne dans votre vie. C'est une forme d'indépendance émotionnelle qui vous permet d'avancer, peu importe ce que l'autre fait ou ne fait pas. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous croisez votre ex, cette personne qui vous a brisé le cœur, et qu'il ou elle est avec quelqu'un de nouveau, qu'il ou elle semble heureux et ne remarque même pas votre présence. Comment réagiriez-vous? Quelqu'un qui n'a pas cultivé l'indifférence pourrait sentir son cœur s'accélérer, son estomac se nouer,
peut-être même avoir besoin de courir aux toilettes pour pleurer, ou envoyer des messages en colère à ses amis. Toute sa soirée serait ruinée. Mais lorsque vous cultivez l'indifférence stoïque, cette même situation a beaucoup moins d'impact. Vous remarquez la présence de la personne, reconnaissez les sentiments qui surgissent, mais vous ne permettez pas à cette rencontre de déterminer votre état émotionnel ou de ruiner votre soirée. Le philosophe stoïque Épictète enseignait que nous devons diviser toutes les choses en deux catégories, celles qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Sous notre contrôle se trouvent nos opinions, nos impulsions, nos désirs et nos aversions, en résumé, tout ce qui relève de nous. Hors de notre contrôle se trouve notre corps, notre propriété, notre réputation, notre statut, en résumé, tout ce qui ne dépend pas de nous. En appliquant ce principe aux relations, nous découvrons une vérité libératrice. Nous ne pouvons pas contrôler si quelqu'un nous aime, nous apprécie ou veut être avec nous. Bien sûr, nous pouvons influencer ces choses, mais la décision finale n'est jamais entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est la manière dont nous réagissons à ces décisions. L'indifférence stoïque est comme un bouclier qui protège votre noyau intérieur contre les tempêtes émotionnelles provoquées par les autres. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la douleur de définir qui vous êtes ou de déterminer votre capacité à être heureux. Pour cultiver cette indifférence, commencez par observer comment vous donnez votre pouvoir émotionnel aux autres. Vous vérifiez constamment si votre ex a vu votre dernière publication, vous êtes obsédé par l'interprétation du moindre message court, vous changez vos plans dans l'espoir d'une rencontre accidentelle. Ce sont des signes que votre tranquillité est encore liée aux actions de l'autre. Un exercice pratique est le détachement progressif. Commencez par limiter consciemment le temps que vous passez à penser à cette personne. Si vous y pensez pendant des heures chaque jour, établissez des fenêtres spécifiques, peut-être 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. En dehors de ces fenêtres, redirigez doucement votre esprit vers le présent. Avec le temps, réduisez ces fenêtres jusqu'à ce que les pensées sur cette personne n'occupent plus qu'un petit espace dans votre vie. Une autre pratique puissante est la visualisation. Imaginez des scénarios qui déclencheraient normalement des émotions intenses liées à cette personne. La voir avec un nouveau partenaire, voir une photo heureuse d'elle sur les réseaux sociaux, entendre qu'elle va bien sans vous. Maintenant, visualisez-vous réagissant avec calme et sérénité, reconnaissant les émotions qui surgissent, mais sans être submergé par elles. Cette pratique mentale renforce votre capacité à faire face à ces déclencheurs dans la vie réelle. Le concept stoïque d'amor fati, l'amour du destin, est particulièrement utile dans ce processus. Il nous invite à accepter pleinement ce qui s'est passé, non pas avec une résignation passive, mais avec une acceptation active, en disant « Cela s'est passé, je ne peux pas le changer. Alors, comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne ?» Cultiver l'indifférence implique également de redéfinir votre concept de l'estime de soi. Lorsque quelqu'un nous rejette ou nous blesse, nous avons tendance à internaliser le message selon lequel nous ne sommes pas assez bien. L'indifférence stoïque rejette cette interprétation. Votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion qu'une autre personne a de vous, ni même par quelqu'un que vous avez profondément aimé. Une technique particulièrement efficace est l'inversion négative. Imagine que le pire soit déjà arrivé. La personne que tu aimes ne reviendra jamais, ne se repentira jamais. Peut-être qu'elle trouvera même un grand bonheur avec quelqu'un d'autre. Maintenant, demande-toi, et si c'était le cas, est-ce que je peux encore construire une vie significative et heureuse? La réponse, bien sûr, est oui. Cette pratique réduit le pouvoir que la peur du pire a sur toi. Beaucoup de personnes confondent l'indifférence avec le déni. Elles essaient de se convaincre elles-mêmes et de convaincre les autres qu'elles ne se soucient de rien, de leur ex par exemple, tandis que leur comportement montre le contraire. La véritable indifférence n'a pas besoin d'être déclarée. Elle se manifeste naturellement dans ta capacité à parler de la personne sans une charge émotionnelle excessive, à la voir sans être bouleversé, à aller de l'avant avec ta vie sans prendre de décision basée sur ce que l'autre pourrait penser. Un aspect souvent négligé de l'indifférence stoïque est qu'elle laisse de la place pour de nouveaux commencements.
Lorsque tu n'es plus émotionnellement attaché à quelqu'un du passé, tu deviens véritablement disponible pour de nouvelles connexions. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement disponible pour de nouvelles relations, mais d'être émotionnellement ouvert et présent. La fascinante paradoxale de l'indifférence est qu'elle se produit souvent précisément lorsque tu cesses de poursuivre désespérément quelqu'un. C'est à ce moment-là que cette personne commence à remarquer ton absence. N'utilise pas l'indifférence comme une stratégie pour faire revenir quelqu'un. Ce serait de la manipulation, pas de la philosophie. Mais ne sois pas surpris si, lorsque tu suis véritablement ton chemin, la personne qui t'a blessé commence à remettre en question sa décision de t'avoir laissé partir. L'indifférence stoïque est également un antidote contre la jalousie, cette émotion corrosive qui peut nous amener à agir contre nos propres valeurs. Lorsque tu acceptes véritablement que tu ne peux pas contrôler qui les autres aiment ou choisissent, la jalousie perd une grande partie de son pouvoir sur toi. Tu peux encore la ressentir, mais tu ne la laisseras pas dicter tes actions. Rappelle-toi que cultiver l'indifférence est un processus, pas un événement. Il y aura des jours où tu te sentiras que tu l'as surmonté complètement, suivi de moments où une chanson ou une odeur réveillera toutes les émotions. Ne te culpabilise pas pour ces contretemps. Ce sont une partie naturelle du voyage humain. L'objectif final de l'indifférence stoïque n'est pas de ne plus te soucier de personne, mais de te soucier d'une manière qui préserve la dignité et le bien-être de l'autre. C'est la capacité d'aimer pleinement, en sachant que le bonheur de la personne aimée échappe à ton contrôle, et de trouver la paix avec cela. Peut-être que le signe le plus évident que tu cultives l'indifférence de manière saine, c'est lorsque tu peux réellement souhaiter le bonheur à la personne qui t'a blessé, sans condition ni arrière-pensée. Pas parce que cette personne mérite ta bienveillance, mais parce que tu mérites la liberté qui vient avec le véritable détachement. La beauté de l'indifférence stoïque est qu'elle ne t'aide pas seulement à surmonter une relation douloureuse, mais elle transforme fondamentalement la façon dont tu te relies à toutes les personnes dans ta vie. Tu apprends à aimer sans étouffer par l'attachement, à valoriser l'indépendance, à prendre soin sans chercher à contrôler. Et cela peut-être est la vengeance la plus douce de toutes. Devenir une personne qui ne sera plus jamais définie ou détruite par le comportement d'une autre personne. Quand quelqu'un décide de quitter notre vie ou nous traite d'une manière qui diminue notre valeur, la réaction instinctive est souvent de chercher à prouver notre valeur à cette personne. Nous essayons de lui montrer ce qu'elle perd, parfois par des messages désespérés, d'autres fois en changeant superficiellement notre apparence ou en feignant un bonheur que nous ne ressentons pas. Mais la philosophie stoïque nous montre un chemin bien plus puissant pour prouver notre valeur, non pas pour convaincre l'autre, mais comme une affirmation de notre propre essence. Prouver sa valeur, selon la perspective stoïque, n'est pas un spectacle pour un public spécifique. C'est une expression authentique de ce que tu es et de ce que tu deviens. C'est comprendre que ta valeur n'est pas en jeu lorsque quelqu'un décide qu'il ne veut plus de toi dans sa vie. Ta valeur est intrinsèque, inaliénable, et ne dépend pas de la validation externe, surtout pas de ceux qui ne l'ont pas vue au départ. Le premier pas pour prouver ta véritable valeur est d'arrêter de chercher l'approbation. Cela ne signifie pas devenir indifférent aux opinions des autres dans tous les aspects de la vie, mais plutôt se libérer du besoin compulsif d'impressionner spécifiquement ceux qui t'ont rejeté. Comme l'a enseigné Marc Aurèle, ne perds pas ce qui te reste de vie à penser à ce que les autres pensent de toi. Lorsque tu cesses d'essayer de prouver ta valeur à ceux qui ne t'ont pas reconnu, quelque chose de surprenant se produit. Tu récupères une grande quantité d'énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie peut maintenant être redirigée vers ta propre croissance et ton bien-être. Plutôt que de passer des heures à réfléchir à comment faire comprendre à ton ex ce qu'il a perdu, tu te demandes comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même, peu importe qui te regarde. Un aspect clé pour prouver ta valeur est d'investir dans ton développement personnel. Identifie les domaines de ta vie que tu as négligés, les compétences que tu as toujours voulu développer ou les objectifs que tu as repoussés. Peut-être est-il temps de retourner à l'école, de commencer ce projet créatif que tu as toujours retardé, de consacrer plus de temps à ta santé physique ou d'explorer de nouveaux passe-temps qui élargissent tes horizons.
Les stoïciens croyaient fermement que notre caractère, notre intégrité, notre courage, notre sagesse et notre sens de la justice sont les seuls véritables biens que nous possédons. Tout le reste peut être perdu, l'argent, le statut, les relations, même la santé. Mais notre caractère reste sous notre contrôle. Ainsi, prouver sa valeur ne consiste pas tant à accomplir des exploits extérieurs qu'à cultiver un caractère fort et vertueux. Une manière puissante de prouver ta valeur est à travers la générosité, non pas pour impressionner ou gagner des points, mais parce que les personnes de véritable valeur ont quelque chose à offrir aux autres. Partager ton savoir, ton temps, tes ressources ou simplement ton attention sincère avec ceux qui t'entourent crée une aura naturelle de valeur qui n'a pas besoin d'être annoncée, elle se ressent. Le philosophe zen prévenait contre l'ostentation, rappelant que ce qui impressionne est rarement ce qui est vraiment important. En appliquant cela aux relations, nous comprenons que tenter d'impressionner un ex-partenaire avec des signes superficiels de succès, comme une nouvelle voiture, un corps sculpté ou une nouvelle relation trophée, ne génère que rarement un regret sincère. Ce qui impressionne vraiment, c'est une transformation authentique et profonde de ton être. Un autre aspect crucial pour prouver ta valeur est de maintenir la dignité à tout moment. Cela signifie ne pas se rabaisser à des comportements mesquins comme le commérage, la vengeance ou la manipulation émotionnelle. Cela signifie aussi ne pas accepter les miettes d'attention ou d'affection de ceux qui ont déjà montré qu'ils ne te valorisent pas pleinement. Comme l'a dit Épictète, ce qui importe n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis. Une pratique stoïcienne précieuse pour démontrer sa valeur est de vivre en accord avec ses principes, indépendamment des circonstances. Lorsque tu établis des normes élevées pour toi-même, comme l'honnêteté, l'intégrité, le courage et l'autodiscipline, et que tu respectes ces normes même lorsque personne ne te regarde, tu cultives un profond respect pour toi-même que personne ne pourra t'enlever. La cohérence est une qualité qui communique naturellement la valeur. Lorsque tu dis ce que tu vas faire et que tu fais ce que tu dis, tu crées une réputation de fiabilité qui se répand progressivement autour de toi. Cette qualité est si rare dans le monde d'aujourd'hui que, par elle-même, elle te fait sortir du lot. Démontrer sa valeur signifie aussi prendre soin consciemment de sa présence physique et de son apparence, non pas par vanité ou pour provoquer la jalousie, mais par respect pour soi-même. Les stoïciens ne prônent pas le négliger. Au contraire, ils croyaient que nous devions honorer le corps comme un temple de l'esprit. Prendre soin de la santé, de l'hygiène et de la présentation personnelle est une manière tangible d'exprimer l'estime de soi. Une technique particulièrement puissante consiste à cultiver ce que les psychologues modernes appellent une mentalité de croissance, la conviction que tu peux développer tes capacités grâce à la dévotion et au travail acharné. Lorsque tu adoptes cette attitude face aux défis de la vie, tu transformes même les échecs en occasion d'apprendre et de grandir, démontrant ainsi une résilience qui irradie naturellement de la valeur. Souviens-toi que démontrer de la valeur ne signifie jamais ne pas ressentir de douleur ou d'insécurité. Cela signifie ne pas permettre à ces émotions de contrôler tes actions ou de définir ta perception de toi-même. Nous avons tous des moments de doute, surtout après des rejets douloureux. La différence réside dans la manière dont nous réagissons à ces moments, avec désespoir, à la recherche de validation externe ou avec un engagement renouvelé envers notre propre évolution. Un aspect souvent négligé pour démontrer de la valeur est d'apprendre à bien recevoir. Les personnes qui ne reconnaissent pas leur propre valeur ont tendance à rejeter les compliments, à se méfier de l'attention positive et à saboter les opportunités. Lorsque tu reconnais réellement ta propre valeur, tu deviens capable d'accepter ce qui est bon dans ta vie, sans trop questionner ni s'auto-saboter. À mesure que tu démontres ta valeur de manière authentique, quelque chose de fascinant commence à se produire. Tu attires des personnes et des opportunités qui sont véritablement en adéquation avec ce que tu es. C'est comme si l'univers ne répondait pas à tes efforts désespérés pour prouver ta valeur, mais à la confiance silencieuse qui découle du fait de te connaître intimement. Et voici la délicieuse ironie. C'est souvent juste au moment où tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur à la personne qui t'a rejeté que cette personne commence à remettre en question sa décision.
pas parce que tu as mis en place une technique de manipulation émotionnelle, mais parce que la transformation authentique est magnétique. Comme l'a dit le poète Rumi, « Ce que tu cherches, te cherche ». La véritable démonstration de la valeur n'est jamais un acte de vengeance, ni un effort pour provoquer le regret chez quelqu'un d'autre. Ces raisons te maintiennent encore émotionnellement attaché à la personne qui t'a blessé. Au lieu de cela, démontre ta valeur parce que c'est ce que tu mérites de toi-même. Une vie vécue avec excellence, intégrité et but. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui t'a frappé ». Cette sagesse contient l'essence de la démonstration stoïcienne de la valeur. Lorsque tu réponds au rejet, non pas avec amertume ou désespoir, mais avec croissance et noblesse de caractère, non seulement tu démontres ta valeur, mais tu la multiplies. La plus grande preuve que tu démontres une véritable valeur, c'est quand il n'importe plus si la personne qui t'a rejeté s'en rend compte ou non. Tu ne vis plus pour un public d'une seule personne, tu vis pour honorer ton propre potentiel, et cela en soi est la plus grande valeur que quelqu'un puisse démontrer. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.